va passer à un autre secteur, qui est le secteur du luxe. Et du coup, je vais accueillir Barbara Coignet pour nous parler des enjeux du luxe dans un développement durable. Alors Barbara Coignet, vous êtes fondatrice de 1-618. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour. J'ai en effet créé ce projet 1-618. 1-618, c'est le nombre d'or, pour ceux qui l'ignorent. Il s'appelle Phi. C'est aussi le symbole mathématique de la beauté. La beauté universelle qu'on a observée de par l'observation de la nature. Donc c'est le nom qu'on a donné au projet. Vous allez voir que c'est assez lié avec ce que l'on fait. Le projet a vu le jour en 2009 avec cette ambition de double, à la fois de participer à la nouvelle définition du luxe au XXIe siècle. On fait une grande différence, on va en parler, sur la définition actuelle qui est mouvante et la perception du luxe. Et à la fois, on a voulu sensibiliser des consommateurs exigeants qui viennent du monde de la création, qui est notre berceau, on vient nous-mêmes du monde de la mode, et qui, avec une conscience écologique naissante, n'étaient absolument pas prêts à transformer leur conscience écologique en acte s'il n'y avait pas la création et le style d'abord. Donc on a pris ces codes, les codes du beau, les codes du style, les codes de la qualité, qu'on a associés avec des identifications et des sélections de marques, de projets partout dans le monde, qui avaient donc réussi ce challenge formidable, cette modernité, d'être à la fois une entreprise qui sait proposer des produits créatifs, innovants et responsables. Et on les a mis en scène dans des événements, le premier au Palais de Tokyo. Aujourd'hui, on est au Carreau du Temple, chaque 2 ans, au mois de juin, pendant la Semaine européenne du développement durable, avec notre amie Laurane qui vient de parler, partenaire sur la partie art contemporain, puisque notre sujet, c'est de sensibiliser par le beau, par la création. Donc on fait, Laurane fait pour nous, chaque événement, des expositions pour aider à cette prise de conscience. Donc du coup, on l'a abordé parce que quand on dit luxe qui est concerné, luxe durable, peut-être qu'il faudrait commencer par se définir ce qu'est le luxe. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément tous experts et que quand on dit luxe, on a un imaginaire qui se déploie, qui n'est peut-être pas la réalité en fait. Alors il n'y a pas de réalité aujourd'hui. Hein. En réalité, il n'y a pas de réalité. C'est une définition qui est en train de se transformer. Et cette nouvelle définition, elle est différente en fonction des zones géographiques, en fonction des âges, en fonction des cultures. En revanche, il est très clair que le luxe, pour vous, ici, a une définition peut-être particulière individuellement que celle que nous avons nous, parce qu'on travaille sur ces sujets, sur la définition, sur la sensibilisation et sur ce que le luxe s'apprête à devenir. Alors, notre définition, je peux la donner, la vôtre pas, mais notre définition, elle est très proche finalement de la définition réelle du luxe au XIXe siècle, qui porte des valeurs plutôt que des marques, un prix très élevé et du marketing. Donc on parle de qualité, on parle de transmission, on parle de respect des richesses naturelles, on parle d'innovation, on parle de rareté. Tous ces éléments qui, à mon avis, vous semblent logiques, qui sont devenus totalement différents quand le luxe est devenu une industrie. Et de notre génération, je crois qu'on peut dire, notre génération, on a plutôt vécu ces 40 dernières années une industrie du luxe qu'on nous a fait assimiler à la définition du luxe. Donc on fait vraiment ce distinguo. L'industrie du luxe, en effet, sont des grandes marques internationales qui ont des magasins partout sur la planète, qui font des très belles communications, des très beaux événements, et qui ont quand même réussi à nous faire accepter ces dernières années que si on achetait un sac d'une très grande marque, on était belle, riche et potentiellement célèbre. Donc cette perception qu'on nous a forcé à avoir est assez différente en ce moment, de par cet engagement, cette responsabilité, cette éthique, cette façon de vouloir consommer autrement.
Et aujourd'hui, on cherche dans le luxe plutôt de l'expérience, plutôt de l'émotion, et plutôt la belle histoire du produit. Et du coup, justement, maintenant que c'est devenu une industrie, quand on entend des marques qui prennent la parole sur des questions de développement durable, et par exemple, il y a une marque, bon, on va pas citer de marque, on va dire qu'il y a des marques qui prennent la parole sur les développements durables. On se pose toujours la question en se disant non mais attendez, c'est un peu un courant, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que les vraiment des marques qui sont concernées? Est-ce que ces grands groupes ont vraiment quelque chose à faire ou ils se disent juste ah bah finalement c'est quelque chose qui peut être en train de préoccuper les gens ou c'est bon pour mon image? Alors, ils en sont où exactement Alors là encore, sur tous ces sujets, il y a quelque chose qui est inhérent au luxe, c'est l'identité et l'histoire de la marque. Chaque marque a sa propre identité, sa propre histoire, sa propre culture, et donc de ce fait va avancer sur ces sujets et communiquer ou pas sur ces sujets très différemment. Donc il n'y a pas de généralité du tout. En revanche, si on essaye d'en faire une, on peut considérer que l'industrie du luxe, malgré ce que l'on peut imaginer, s'intéresse à ces sujets depuis très très longtemps, à minima 20 ans dans le groupe LVMH. Il y a un service environnement, puis maintenant développement durable dans quasiment toutes les boîtes, les marques du groupe, mais en tous les cas, le groupe a créé son service environnement il y a 20 ans. Chez Kering, il y a une accélération, vous l'avez sans doute vu ces 4 dernières années, qui est exceptionnelle. Donc, chacun, au niveau du groupe, ou parfois au niveau des maisons, parfois, avance sur tout un tas d'éléments. La problématique pour eux, elle est très différente comparée à d'autres industries ou d'autres marques. C'est qu'en fait, culturellement, le luxe a travaillé, communiqué ces 40, disons, dernières années sur plein d'éléments, dont 2 majeurs. Le mystère. Tout est basé sur le mystère. Ça crée le désir. Aujourd'hui, on parle de transparence. Et a travaillé aussi sur cette question fondamentale de l'excellence. Et aujourd'hui, quand on s'engage dans le développement durable, quand on cherche des solutions, eh bien, on n'est pas parfait. On est totalement imparfait. Donc, il y a une sorte de schizophrénie absolue dans ces maisons, tout à fait normale, qui est liée aussi à notre mutation, à la mutation de nos sociétés. Donc, d'appréhender la prise de parole, le positionnement de la marque, donc sa communication, en prenant en compte et en acceptant d'abord ces éléments-là. Ça, c'est très compliqué. Mais à la question sur est-ce qu'effectivement le luxe, il va pas, est-ce qu'il y a du greenwashing, la réponse est oui à tout. Le luxe y va, le luxe parfois n'y va pas, le luxe évite toute forme de greenwashing, mais de temps en temps, il y a des petits ratés. Mais globalement, ils avancent très très fort, sauf que on attend d'eux beaucoup plus que d'autres marques. Donc on est très très exigeants, les médias en tête. Et de ce fait, ils sont un petit peu bloqués à prendre parole parce qu'on va systématiquement, c'est humain, poser le doigt sur ce qu'ils ne font pas plutôt que d'encourager ce qu'ils font. Et de ce fait, pour préserver une notoriété positive, ils s'interdisent de prendre parole. Et donc on a la sensation qu'ils ne font rien. En revanche, c'est faux. Ils font énormément de choses et parfois ils font des choses qui déclenchent des nouveaux processus, d'autres solutions dont toute l'industrie peut bénéficier. Et on se dit en fait que dans une industrie qui est sur comme ça du travail de matériaux spécifiques, sur une grande créativité, il doit y avoir très vite des blocages ou il doit y avoir des complexités par rapport à d'autres marques qui sont beaucoup plus simples, par exemple. On pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une difficulté pour le luxe d'embrasser totalement le développement durable, peut-être de son essence même, c'est-à-dire Absolument. C'est bien toute cette complexité, c'est qu'on attend d'eux qu'ils soient irréprochables parce que ce sont ces marques qui font rêver, ce sont ces marques qui sont pionnières, ce sont ces marques qui endossent ces sujets. On attend d'elles qu'elles soient parfaites. En revanche, précisément, ces grosses marques, en tous les cas internationales, ont beaucoup de difficultés à remplir toutes les cases. Le développement durable dans une entreprise créative, c'est des centaines d'éléments. C'est pas juste un produit bien fait dans des bonnes conditions avec des matières responsables, loin de là. C'est les magasins, c'est le fret, c'est la livraison, c'est la société, l'entreprise elle-même, l'humain dans la société, c'est le packaging, enfin c'est tout un tas d'éléments. Donc c'est énorme. En revanche, en effet, le point est vraiment important sur cette dimension d'action.
Mais je crois que j'ai perdu votre question. En fait, là, je faisais un espèce de petit mouvement comme ça en parlant lentement, en me disant ça va me revenir, mais ça m'est pas revenu. Non, mais en fait, par exemple, la question c'était un directeur artistique, quand il crée un produit, est-ce qu'il le pense développement durable ou pas? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas plein de petites choses qui font que c'est pas si facile? Alors, dans la mode, pas particulièrement, non. Dans les cosmétiques, beaucoup plus. Dans la joaillerie, de plus en plus. Les parfums, d'une façon assez évidente. Donc, selon les secteurs, c'est différent. Dans la mode, qui est le secteur principal de luxe, c'est pas naturel du point de vue du directeur artistique, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Le directeur artistique, on lui demande d'être d'abord inspiré, créatif, et c'est une forme de reflet de la société, la mode, très clairement. Et de traduire ces tendances, cette vision de la société par des vêtements, des silhouettes, des looks, etc. C'est ça son rôle. Et un directeur artistique ne va pas se contraindre à des matières premières, parce que le cycle créatif, c'est d'abord de l'inspiration, puis ensuite, quand on passe à la création, c'est des matières. Et les matières qui peuvent être ou inspirantes ou traduire l'envie d'un créatif, elles ne peuvent pas être limitées. Sinon, le créatif est, lui, totalement frustré dans sa création. Et c'est ça qui a été très, très lent ces dernières années, c'est qu'il y avait peu d'offres de sourcing responsable de cette éco-conception de la matière première, suffisamment variée et qualitative, parce qu'on parle de différentes offres, mais dans le luxe, on parle surtout d'une extrême qualité, suffisante pour intéresser et rendre créatif ce DA. Donc ça a été un point de blocage, et aujourd'hui, cette grande maison et des groupes ont investi. Il y a des partenariats extraordinaires avec notamment la Parsons School ou l'école de la Saint-Martin's sur des matières premières responsables et innovantes. Donc ça, financé par des marques pour que ça puisse effectivement aider à accélérer de ce point de vue-là. Et je me demandais, dans un autre blocage, peut-être pour un luxe plus responsable, les consommateurs, ils ont quel rôle? Est-ce que les consommateurs du luxe sont des personnes qui sont intéressées par l'environnement, tout simplement? Alors malheureusement, pas tellement. Alors il y a des segments. Il y a le consommateur du luxe a aussi effectivement énormément changé. Une grande partie du chiffre d'affaires des maisons de luxe se fait en Asie aujourd'hui, et le consommateur de luxe en Asie est beaucoup plus jeune que chez nous en Europe. Celui-ci, il commence à poser des sacrées questions. Il s'intéresse, il y a une éducation nouvelle, il y a une prise de conscience, il y a une façon d'envisager le monde différent. Là, encore une fois, c'est très différent selon les secteurs géographiques, mais globalement, on peut dire que le consommateur de luxe, qui est de plus en plus jeune, celui-ci pose des questions assez nouvelles. D'où vient le produit et dans quelles conditions il a été fait? Voilà, ça, c'est très nouveau. Chez nous, le consommateur de luxe global, général, du luxe dont on parle nous, qui est donc un luxe plus abordable, un luxe plus responsable, un luxe plus moderne, celui-ci, de la même façon, se pose les questions. En revanche, le consommateur historique, qu'on appelle l'ultra riche, pas beaucoup. Parce qu'en fait, ça lui pose un problème. Ça lui pose un problème de culpabilité. Donc, il y a encore un courant très important qui dit « je ne veux pas savoir ». D'accord. Quand j'achète une belle pièce, j'achète d'abord une belle pièce ou j'achète d'abord une marque. Ça, c'est encore très fort. J'achète une marque pour toute sa représentation, pour cette appartenance à un groupe, pour cette sensation d'avoir peut-être... de faire partie d'une élite, etc., etc. Ça, c'est encore assez important. Et celui-ci, ce consommateur-là, n'est pas particulièrement concerné, ou en tous les cas, s'il l'est, il n'a pas très envie de savoir que la montre qu'il vient d'acheter était faite en peau d'autruche et qu'aujourd'hui, c'est plus possible, que son vêtement a été fait avec 15 peaux de crocodile brodées à la main et dans des conditions pas forcément extraordinaires dans le tannage, etc. C'est même des sujets qu'il ne veut pas évoquer. D'accord. Et du coup, en fait, donc il y a une migration qui se passe. On a vu, les consommateurs peuvent devenir un petit peu plus éclairés sur les jeunes générations ou sur des générations un petit peu autres. Est-ce qu'on a encore déjà des consommateurs qui refuseraient un acte d'achat dans le luxe parce que c'est pas développement durable? Alors ça, c'est des nouveaux courants qui sont assez drôles, qui sont même très importants depuis un an.
des consommateurs qui ont décidé de prendre leurs responsabilités en tant que consommateurs et de faire un peu de lobby. D'accord. Et donc ils vont se regrouper, ça se passe beaucoup en Europe du Nord, où culturellement ils sont très 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 avancés sur ces sujets, comme une sorte de certitude et d'une évidence. Et donc ils se mettent en groupe, il y a beaucoup de mouvements qui décident de dire ça c'est fini, ça nous a fait rêver, c'est très beau, peut-être que c'est joli en termes de style, mais on a découvert que c'est fait dans telle et telle condition, on nous a pas rendu de compte. En fait, il y a ce grand moment où le consommateur veut qu'on lui rende des comptes. C'est qu'on n'est plus un porte-monnaie. On sait que notre rôle auprès d'une entreprise, elle est cruciale. Donc, si on a des convictions, le bras armé de notre conviction, c'est quand on ouvre notre porte-monnaie. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est ça va à une vitesse énorme. Et donc oui, il y a beaucoup de consommateurs qui ont décidé d'arrêter de consommer telle ou telle marque ou tel produit parce qu'ils ont découvert que c'était fait dans des conditions qui leur conviennent pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut demander facilement des preuves aux marques de leur engagement. J'imagine que du coup, il y a vraiment cette notion de... Oui, c'est-à-dire... Oui, on peut. C'est difficile la conversation très, très fluide et très réelle avec des grandes entreprises. Elle n'est pas si simple, étonnamment. Même s'ils sont partout sur les réseaux sociaux, c'est pas si simple d'entrer en contact sur ces sujets et de demander des comptes. Donc c'est quand même très bordé. Mais en effet, il y a cet instinct qui est assez nouveau. Il y a 10 ans, on ne se permettait pas en tant que consommateur de dire dis-moi X. Est-ce que tu peux me dire comment est fait mon sac à main et est-ce qu'il a fait 3 fois le tour de la planète avant d'être arrivé dans la boutique dans laquelle je vais l'acheter? C'est des questions qui venaient pas à l'esprit, et de passer à l'acte, de poser la question, encore moins. C'est ça qui est très nouveau. En revanche, ce qu'on appelle la conversation avec les grandes marques, elle n'est pas encore très très fluide sur ces sujets. D'accord. Et vous alors, en tant qu'observateur des mouvements du luxe et du luxe responsable, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que les nouveaux entrants sont responsables par nature? Est-ce qu'il y a cette volonté chez les nouveaux entrants du luxe de d'abord prendre en considération le développement durable et les questions comme ça? Totalement, C'est à 100%. C'est-à-dire que quand il y a des marques qui sont nées, on peut dire, ces 10 dernières années, sur ces segments de très haute qualité, je pense qu'on peut imaginer que 90% d'entre elles, tout secteur confondu, parce que nous, on parle, le luxe dont on parle, ce nouveau luxe 618, on parle de lifestyle, on parle de toute forme de consommation, on va identifier des hôtels, du design, de la mobilité, voilà, toutes les formes de consommation, très haut de gamme, très désirables et engagées. Donc dans les entreprises que l'on va identifier, en effet, il y a vraiment cette absolue nouveauté que des marques nouvelles qui travaillent sur et avec les codes du luxe sont principalement toutes des marques engagées. Elles ne peuvent pas imaginer mettre sur le marché un beau produit qui ne porte pas cette évidence pour eux d'être bien fait, dans des bonnes conditions, sans abîmer la planète, assez basiquement. Après, il y a plein d'autres enjeux, des gros enjeux sociaux pour plein d'entre eux, mais globalement, c'est ça. D'accord. Et puis, il y a aussi beaucoup de marques de luxe, moi j'appelle classiques, qui lancent des nouvelles marques. Ça, c'est très récent, mais il y en a. Il y a une marque de cosmétiques qui a été lancée de toutes pièces il y a 2 ans chez LVMH, qui s'appelle Chaling, avec cette dynamique d'être une marque de luxe responsable. Il y a une marque de montres du groupe Richemont qui est sortie il y a 1 an, qui s'appelle Baume, la petite sœur de Baume et Mercier, qui s'est positionnée comme une marque qui travaille qu'avec le recyclage. Et c'est quelque chose de totalement nouveau. Donc déjà, au sein des groupes aussi, commencent à émerger des marques nouvelles, vraiment créées et conçues avec ces enjeux. Super. Et alors, du coup, si on veut découvrir ces nouvelles marques, c'est quoi le prochain rendez-vous Alors, on a 2 rendez-vous. On vient, c'est un petit scoop que je te donne. On a signé hier un partenariat avec le salon de mode. Je ne sais pas si vous connaissez ce milieu qui s'appelle Première Classe au Jardin des Tuileries, où il y aura un espace de 400 mètres carrés, 3 saisons de suite, de marques responsables, plutôt mode, mais à la sauce 1618 lifestyle. Donc ça, c'est septembre et mars prochain au Jardin des Tuileries. Et puis, notre rendez-vous, 1618, avec sélection d'entreprises, conférences, exposition d'art contemporain et espace innovation, en juin 2020. Bon, on prend rendez-vous. Est-ce qu'il y a des questions sur le luxe responsable?
Bon, bah, ils iront tous à... Venez au voir. salon. Au salon. On vous Et à attend, ça première va être vision. sympa. Merci beaucoup, Barbara.